Les tokens, ça va permettre de décentraliser la valeur. N'importe qui pourra créer et transférer de la valeur instantanément sur Internet sans avoir à demander la permission. Et elle est là la révolution des tokens. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Anti-Brouillard. Cette fois, j'ai la chance de recevoir Clément Jeannot pour parler de blockchain. Clément, c'est le cofondateur de Blockchain Partner et du réseau Blockchain France, et il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages et rapports sur le sujet. Il va nous expliquer comment fonctionne cette technologie et pourquoi elle présente un intérêt énorme au-delà du phénomène de spéculation qu'on a pu voir récemment autour des crypto-monnaies. Si vous vous êtes toujours demandé ce que c'était vraiment que des mineurs de Bitcoin, des tokens et à quoi ça pouvait vraiment servir de créer un réseau crypté décentralisé, a priori cet épisode devrait pas mal vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si c'est pas déjà fait, et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Eh ben bienvenue Clément, merci beaucoup d'être l'invité de ce deuxième épisode d'Anti-Brouillard. Du coup, Clément, ton nom complet Clément Jeannot, t'es fondateur de Blockchain Partner et t'es en parallèle co-auteur de 2 livres sur le sujet, sur la blockchain, donc La blockchain décryptée qui est sorti en 2016, c'est ça ? Exactement. Et L'âge du web décentralisé qui est sorti cette année. Oui, c'est un rapport qui est sorti, publié par le think tank Digital New Deal Foundation, qui est sorti en avril et qui a voulu faire le point justement sur toutes les avancées ces 2 dernières années. Et c'est allé très vite. Et donc toi, du coup, pourquoi on fait cet échange-là ? C'est parce que tu es spécialiste de la blockchain. Parmi les sujets, je pense, qui sont des grandes tendances de la tech du moment et qui ne sont pas forcément très compris par le grand public, je pense que un des sujets clés auxquels on peut penser là maintenant, c'est justement la blockchain. La blockchain, ça recoupe pas mal de trucs. Et c'est clairement dans le brouillard pour tout le monde, je pense, à l'heure actuelle, sauf vraiment les très très spécialistes. Il y a plein de gens qui s'y intéressent, qui achètent même des crypto-monnaies, qui ne comprennent pas forcément quels sont tous les tenants et aboutissants autour de cette technologie-là. Du coup, je te propose déjà, en guise d'intro, de dire un peu ce que c'est la blockchain, qu'est-ce que c'est l'intérêt de cette technologie-là ? Oui, complètement. D'abord, avant de faire ça, je voudrais te dire que dans le rapport justement que j'ai sorti, dès la première page, dès l'introduction, je dis que être spécialiste de la blockchain, se targuer d'être spécialiste, c'est assez vain en fait, c'est assez prétentieux, ou ça serait prétentieux, parce que c'est une technologie qui touche à tellement de sujets différents, pas seulement techniques, mais aussi mathématiques, sociologiques, géopolitiques, philosophiques, etc. Ça touche à la monnaie, à la finance, etc. Ouais, c'est un peu comme dire qu'on est spécialiste d'Internet, quoi. Ouais, mais en fait, c'est vraiment c'est hyper pluridisciplinaire. C'est ça qui est intellectuellement extrêmement intéressant. Mais du coup, on peut maîtriser certains sujets liés à la blockchain, mais dire on maîtrise la blockchain, ça serait très prétentieux. Alors, la blockchain, effectivement, c'est un sujet dont on entend parler depuis quand même maintenant quelques années, mais qui a tendance un peu à agacer parce que d'abord c'est à coller comme tout buzzword à beaucoup de bullshit, pour le dire rapidement, donc comme l'IA aujourd'hui, mais les mots comme disruption, etc. Et aussi c'est compliqué parce que en termes de fonctionnement, on a du mal à voir d'abord comment ça fonctionne, mais aussi à quoi ça sert. On entend souvent que la blockchain est une technologie, une solution encore à la recherche de son problème. Et je voudrais dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, à quel problème répond la blockchain ? Le problème, c'est le suivant. Quand sur Internet, j'envoie un fichier à un ami, que ce soit un document Word, une chanson, une vidéo, en fait, j'envoie pas ce fichier. J'envoie une copie. Et moi, je garde sur mon ordinateur l'original. Donc, en fait, Internet, ça fonctionne bien pour cet envoi de fichiers qu'on connaît, mais ça ne fonctionne pas pour des actifs fondés sur de la rareté. Si j'envoie 1 euro à un ami et que je conserve cet euro, forcément l'euro il va perdre de sa valeur. Donc Internet ne permet pas l'échange en pair à pair, sans passer par un organe central, de valeur. Et c'est ce problème que résout la blockchain, que résolvent les crypto-monnaies. Et le premier exemple de cas d'usage, c'est le Bitcoin. Mais en fait, il y en a un tas d'autres qu'on va appeler les crypto-actifs et les tokens. Et la deuxième grande chose à savoir à propos de la blockchain, c'est qu'au cours de ce transfert de valeur, en fait, ce transfert est inscrit dans une blockchain, qui est une chaîne de blocs, un registre. Et ce registre, il a des propriétés qui le rendent très intéressant, puisque c'est un registre qui est inaltérable, il est incorruptible pour un certain nombre de raisons techniques, cryptographiques et aussi économiques. Il est transparent, tous les utilisateurs peuvent voir ce qui est inscrit sur le registre, et il est décentralisé, il n'y a pas un acteur qui le contrôle plus qu'un autre. D'accord, donc c'est comme une grande base de données en fait, qui est partagée entre tous ces utilisateurs et dont les données, elles sont publiques, elles sont accessibles à tout le monde, c'est ça ?
Alors les données, oui, elles sont accessibles à tout le monde de façon pseudonyme. Donc c'est-à-dire qu'on ne voit pas que Jean-Michel a envoyé 2 bitcoins à Christine, mais on voit que le pseudonyme, donc c'est une suite de caractères, de chiffres et de lettres, a réalisé telle transaction de tel montant, à telle heure, à telle autre adresse. D'accord. Et donc tu traces ces échanges-là, ce qui est complètement différent, comme tu le disais, du fait de copier un fichier et de l'envoyer à quelqu'un. Ces échanges sont tracés et surtout, il n'y a pas de duplication, contrairement au système actuel sur Internet. D'accord. Ouais, ça marche. Et du coup, quelle est, selon toi, la vraie différence avec, de manière générale, les technologies qui sont offertes par le digital? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la différence entre l'usage d'une technologie blockchain pour tracer ces échanges-là et le fait tout simplement de mettre une base de données à disposition de tout le monde et dans laquelle chacun pourrait inscrire des échanges, par exemple? Alors, il y a 2 questions dans la question. La première question, c'est qu'est-ce qui distingue la blockchain des autres technologies dans le digital? Moi, ce que je dis dans le rapport et que je dis de plus en plus de ces derniers mois, c'est qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle étape de l'économie numérique, alors que la blockchain et les cryptoactifs sont une nouvelle économie numérique à elles seules. La différence, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, ça va pas, à mon avis, contrairement à ce qu'on entend partout, bousculer tout ce qui existe. Ça va, par exemple, dans un certain nombre de domaines, renforcer des acteurs existants. Ça, on commence à le comprendre, puisque ceux qui ont les données sont les rois dans l'intelligence artificielle, et donc ça va faire que renforcer leur pouvoir. Alors que la blockchain et les cryptoactifs, c'est des nouvelles règles, des nouvelles stratégies, de nouveaux acteurs, de nouveaux champions. Et tout ça, ça crée une nouvelle économie numérique. Donc on pourra en reparler juste après. Et par rapport à la deuxième question, pourquoi utiliser une blockchain plutôt qu'une base de données classique? Effectivement, il faut toujours se poser cette question de base au départ, et surtout ne pas tomber dans l'engouement juste autour du buzzword blockchain. Il y a en gros 2-3 raisons qui justifient, dans certains cas, l'utilisation d'une blockchain, au sens du registre blockchain. D'abord, ça permet de réduire fortement les coûts de structure, puisqu'il n'y a plus un registre qui est contrôlé par un acteur, mais ça permet de répartir le coût de structure du registre, de maintenance du registre sur un certain nombre d'acteurs. Donc nous, par exemple, exemple concret, on a décentralisé un registre d'identifiants créanciers qui était jusqu'ici détenu par la Banque de France, géré par la Banque de France, et aujourd'hui, ce registre, il est maintenu, contrôlé par l'ensemble, par les banques commerciales et la Banque de France. Donc la Banque de France n'a plus à le gérer seule. Donc ça, c'est le premier avantage, économie. Deuxième avantage, question plus politique, puisque la blockchain, en tant que registre décentralisé, n'est pas contrôlée par une entité unique qui peut contrôler, qui peut modifier ou supprimer des informations. Donc ça, c'est intéressant pour quand on a plusieurs parties prenantes qui ne se font pas forcément confiance a priori, pas forcément totalement confiance, et qui veulent collaborer sur un registre partagé. Voilà, il y a d'autres arguments qui justifient l'utilisation d'une blockchain en tant que registre, mais on voit bien que ça c'est pas adapté du tout à tous les cas d'usage. Et dans la plupart des cas, une base de données classique fonctionne très bien. Alors, le fait que ça soit incorruptible, que ça soit super difficile en fait d'ajouter ou de retirer des données dans cette base-là et qui est partagée entre tout le monde, c'est lié, j'ai l'impression, techniquement à la manière dont on ajoute en fait des données à cette base-là, c'est ce qu'on appelle le minage, hein, c'est bien ça? Alors le minage, c'est dans le cas des blockchains publiques surtout. Dans le cadre des blockchains privées qu'on va construire pour des entreprises, des institutions publiques, etc., ça peut être d'autres systèmes. Ça peut être des systèmes plus simples, où il n'y aura pas toute la dimension des crypto-monnaies, des mineurs basés en Chine, ces questions qui sont les plus complexes et les plus intéressantes aussi. Mais ça peut être des choses plus allégées. Alors du coup, c'est quoi un mineur Un mineur, c'est un acteur qui met à disposition la puissance de calcul de son ordinateur pour essayer de remporter la validation des transactions sur le réseau, parce que c'est une compétition entre tous les mineurs. Et s'il remporte la validation de cette transaction, il va remporter une fraction de crypto-monnaie. Et qu'est-ce cette compétition? C'est la résolution de problèmes cryptographiques. Et donc, ceux qui ont les plus grandes puissances de calcul ont le plus de chances de résoudre les problèmes cryptographiques. D'accord, donc si moi je veux ajouter une ligne, que je veux établir une transaction, en fait, le système envoie une demande à un tiers qui est le mineur, qui va réaliser ce calcul-là cryptographique pour ajouter un élément à cette base de données-là. Exactement. Pour être sûr que donc, du coup, ça s'ajoute à un code très complexe qui est inviolable.
C'est ça. Exactement. Et du coup, on a un nouvel élément dans la blockchain qui est validé par le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait fait ce calcul-là très complexe, quoi. Exactement, ça c'est dans le cadre de la blockchain Bitcoin en particulier, qui est une des blockchains publiques. Dans le cadre des blockchains privées, c'est des logiques qui peuvent être plus simples, c'est-à-dire on peut imaginer une blockchain privée entre 5 banques et la banque centrale par exemple. Ça va être simplement les 5 banques et la banque centrale qui seront les validateurs des transactions et qui vont se mettre d'accord sur en fait une logique de consensus. Tout est une question de consensus dans la blockchain. D'accord. Donc il y a des blockchains qui ont d'autres mécanismes de consensus sur l'état du réseau et sur la validation des transactions. Ce qui implique du coup dans ces cas-là en fait d'avoir une certaine confiance entre les différents acteurs, contrairement à la blockchain publique. Non, je me trompe? Oui, dans les blockchains privées, c'est toute une question de design du consensus. On peut déterminer qu'il faut 5 acteurs sur 6 pour que la validation se fasse, ou la moitié. Donc là, c'est au choix de ceux qui construisent les blockchains privées. D'accord. Ouais. Et donc la différence concrète entre la blockchain publique et la blockchain privée, c'est quoi? Alors, c'est très simple. La blockchain publique, n'importe qui peut essayer de valider les transactions, n'importe qui peut essayer de devenir mineur, et toutes les transactions et toutes les données qui sont inscrites sont accessibles de façon publique. Donc pseudonyme toujours, mais public. Sur les blockchains privées, seuls des acteurs agréés peuvent valider les transactions, et ensuite, en fonction des blockchains privées, on va avoir des transactions qui sont plus ou moins visibles ou plus ou moins fermées. D'accord. Alors, il y a un sujet qui a un peu réveillé l'engouement du grand public autour des technologies blockchain, c'est en fait un des usages de cette technologie-là, qui sont les crypto-monnaies, que tu mentionnais tout à l'heure. On a vu plein de choses se passer autour des crypto-monnaies. C'était un peu là, on est encore d'ailleurs un peu dans cette phase où en fait il y a énormément de spéculation autour de ces monnaies qui sont en fait des systèmes blockchain dans lesquels finalement il y a un système qu'on appelle les tokens, c'est ça? Oui, alors je vais peut-être revenir dessus. Ouais, en fait, le mot que j'utilise de plus en plus, enfin je suis pas le seul, mais qui est le plus en plus utilisé, c'est le mot cryptoactif, au lieu de simplement crypto-monnaie. Pourquoi on parle de ce mot? Alors d'abord, il y a une raison qui peut être assez tactique. Le fait de parler de crypto-monnaie, en fait, pose un problème, à mon sens, c'est qu'il enferme le débat dans la notion de monnaie. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a un débat qui est passionnant sur est-ce que c'est des monnaies ou pas, mais qui est en fait, au fond, assez insoluble et qui passe à côté, si on ne reste que sur ce débat, d'autres questions plus fondamentales. Et dans mon rapport, je dis tout de suite, moi je ne parlerai pas de ce débat sur la monnaie, je parlerai de ce que la blockchain va apporter sur l'économie numérique. Et là, on en vient à la deuxième raison pour laquelle on parle de cryptoactifs, c'est le fait que les cryptoactifs, en fait, ça recouvre deux choses. D'une part, les crypto-monnaies. Alors, à quoi ça sert une crypto-monnaie? Au fond, de base, ça sert à faire fonctionner une blockchain publique. C'est les crypto-monnaies qui sont la récompense des mineurs pour valider les transactions. C'est pas forcément une fin en soi, quoi. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle les tokens. Les tokens, c'est des cryptoactifs qui fonctionnent par-dessus une blockchain publique déjà existante. Quand on veut créer une nouvelle crypto-monnaie, on est obligé de créer une nouvelle blockchain. Donc en fait, quand on entend dans les médias telle entreprise veut créer sa propre crypto-monnaie, etc., à 90%, c'est pas une crypto-monnaie, c'est un token. Parce qu'ils vont pas recréer une nouvelle blockchain, c'est un effort de R&D monstrueux qui n'aurait pas vraiment de sens. C'est plutôt un token. Alors qu'est-ce qu'un token? Un token, en fait, c'est un actif numérique qu'on peut transférer sans duplication en pair à pair sur Internet. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, l'exemple du fichier. Ce token, il a d'autres caractéristiques qui le rendent absolument, en fait, proprement révolutionnaire. La première chose, c'est que n'importe qui peut créer son propre token. N'importe qui peut l'échanger à qui il veut. Et la comparaison que je fais, c'est que Internet, ça a permis de décentraliser l'information. Avec Internet, n'importe qui a pu publier et échanger l'information qu'il veut auprès du monde entier, instantanément, sans avoir besoin de demander la permission. Eh bien, les tokens, ça va permettre de décentraliser la valeur. N'importe qui pourra créer et transférer de la valeur instantanément sur Internet, sans avoir à demander la permission. Et elle est là la révolution des tokens. C'est que la création de valeur se démocratise. Et l'échange de valeur devient en pair à pair, sans intermédiaire qui pourrait prendre de la valeur ou qui pourrait bloquer telle ou telle transaction ou s'immiscer dans ces transactions-là. D'accord, donc en fait, les tokens
sont créés et fonctionnent sur la base de blockchains existantes, c'est ça? Exactement. Et souvent sur la base, à 95% aujourd'hui, sur la base de la blockchain Ethereum, qui est l'autre grande blockchain publique avec Bitcoin. Bitcoin étant centré sur des usages assez monétaires et de réserve de valeur et de stockage, parce que c'est la blockchain la plus robuste, et Ethereum étant sur d'autres usages. En fait, le but d'Ethereum, c'est de construire un web décentralisé, avec des applications décentralisées, par opposition au web actuel, le web 2.0 on pourrait l'appeler, qui fonctionne sur cette logique de plateforme qu'on connaît tous, où en fait c'est des plateformes qui mettent en relation X et Y, et donc qui sont des intermédiaires. Ouais, finalement, c'est stocké sur un serveur qui centralisé, a un numéro unique, exactement. Ouais. La définition d'une application décentralisée, c'est une application dont le code informatique repose sur des serveurs décentralisés. Et donc, bon courage pour aller la fermer. Donc, je suppose que toi, tu vois beaucoup plus d'intérêt, d'après ce que tu dis, dans l'Ethereum qui ouvre des possibilités en fait, qui sont assez dingues en termes de révolution du web et des échanges, plutôt que le Bitcoin qui est plutôt à usage purement monétaire. Non, je ne ferais pas d'hiérarchie entre les deux. Je pense que Bitcoin peut être extraordinairement révolutionnaire, mais c'est juste deux choses qui sont vraiment différentes. Et je suis absolument pas spécialiste de la monnaie, et j'ai plus un prisme économie numérique et innovation. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à Ethereum et plus globalement au web décentralisé, puisque Ethereum aujourd'hui est la plateforme, on va dire, matrice pour le web décentralisé, mais on en est tellement au tout début, on est vraiment, c'est l'année 1994 par rapport au web, que d'autres plateformes sont en train d'émerger et pourraient demain concurrencer, voire renverser Ethereum. Ah oui, c'est une bonne idée, mais finalement, on pourrait voir c'est la crypto, c'est Game of Thrones. C'est le combat aujourd'hui de grands titans qui sont valorisés, qui peuvent faire sourire, mais qui sont Ethereum, c'est valorisé mais largement plus que Twitter, que Snapchat. Enfin, c'est dingue. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, c'est ça le paradoxe de ces technologies, c'est que il y a un écart entre la perception qu'on peut en avoir et la valeur, en tout cas monétaire derrière, qui est déjà très forte. Et c'est vrai qu'il y a aussi un écart, et ça, il faut quand même en parler, c'est vrai, entre l'excitation qu'il y a aujourd'hui sur cette technologie et la réalité technique derrière, qui est bien moins avancée. C'est pour ça que je parle de 94 en termes de développement technique et d'usage. Quand on regarde les chiffres d'usage des applications décentralisées, c'est quasiment les mêmes que les applications d'Internet en 94. Ouais, effectivement, tu parlais de l'espèce de bulle spéculative. Quand on parle de valeur en fait, de ces systèmes-là, tu penses qu'il y a quand même une vraie valeur derrière, au-delà de la bulle, mais comment est-ce qu'on arrive à l'identifier, cette valeur-là ? Alors, oui, je pense que je suis convaincu qu'il y a une valeur derrière la bulle. Il faut rappeler que Internet, dans les années 90 et jusqu'en 2001, et même encore un peu aujourd'hui, il y a énormément de projets complètement scammy, d'arnaques, alors que Amazon a été créé dès 94, Google a été créé dès 98. Donc si on avait jeté le bébé avec l'eau du bain dans ces années-là, en fait, on serait passé à côté de ces champions-là. Et c'est possible que l'Europe, la France, soit peut-être passée à côté de cette révolution en justement considérant que tout était pas assez solide et pas assez prometteur. Alors que maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne qui va douter du potentiel d'Internet. On peut discuter sur... C'est intéressant ce que tu dis. J'avais écouté une interview dans laquelle tu disais qu'en fait, finalement, les bulles, elles permettaient parfois aussi de financer le développement des technologies. Exactement. Et c'est vrai que ça a été le cas sur Internet. Il y a eu une bulle à un moment donné, et pourtant, c'est quand même devenu... on ne peut plus passer à côté d'Internet maintenant, alors qu'il y avait beaucoup d'analystes qui disaient, voilà, on est sur une bulle, on est sur une technologie qui va peut-être pas durer. Mais en fait, il y avait une bulle, tout comme il y a eu une bulle sur la crypto récemment, et il y en aura sûrement d'autres. Mais simplement, la bulle ne veut pas dire que tout est faux, tout est fragile. Et par ailleurs, il y a une économiste que je cite souvent, et c'est ce que je fais souvent référence, c'est une économiste qui s'appelle Carlota Pérez, qui est très peu connue du grand public, mais qui est considérée comme une des plus grandes spécialistes de l'innovation. Elle a étudié toutes les innovations technologiques depuis le 19e siècle. Et ses conclusions, elles sont très simples et en même temps contre-intuitives. Elle dit que les bulles, c'est nécessaire, les bulles spéculatives sont nécessaires pour le développement des technologies parce que c'est elles qui permettent de financer les efforts de R&D qui sont très coûteux. Et elle dit que le vrai problème, c'est pas la bulle en elle-même, c'est les fraudes et les arnaques. D'où le fait que pour moi, une des recommandations que je fais à la fin du rapport, c'est il faut beaucoup d'éducation. Il faut éduquer, il faut montrer les risques. Effectivement, il y a des risques sur ces
ces actifs-là, qui sont très volatiles, etc. C'est pas pour n'importe qui au début, mais c'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Et de toute façon, ceux qui feront ça, ça sera comme avec Internet. L'aveuglement ne conduira ensuite qu'au fait que les champions de demain, qui se construisent dès aujourd'hui, pourront rattraper demain des gros acteurs. Et du coup, est-ce que selon toi, pour éviter justement ce problème-là d'arnaque, etc., est-ce que c'est une technologie qu'il faudrait dès maintenant réglementer ou qu'il faudrait laisser grandir, laisser vivre? De toute façon, on ne peut pas réglementer un protocole. C'est comme la réglementation Internet, on ne va pas réglementer HTTP. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Ça ne veut rien dire de réglementer la blockchain. Déjà, il n'y a pas une blockchain. C'est des milliers de blockchains, mais ça ne voudrait rien dire. Non, ce qu'il faut, c'est réglementer des acteurs. Et nous, les acteurs de l'écosystème français, et même plus globalement dans le monde, on est les premiers à demander cette régulation pour pouvoir justement faire distinguer les acteurs sérieux des acteurs qui sont opportunistes, qui viennent d'arriver et qui trompent parfois le grand public ou des investisseurs. La deuxième chose, c'est qu'il faut beaucoup éduquer. Il faut faire, comme on le fait en ce moment, de la démocratisation en invitant des personnes qui travaillent dans cet écosystème, mais en invitant aussi des personnes extérieures. Je pense que ça me semble essentiel. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut absolument que les chercheurs, par exemple, s'impliquent, travaillent, s'emparent de ces questions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a énormément besoin, par exemple, d'économistes qui viendraient apporter leur expertise sur le développement des crypto-réseaux, des tokens. Il y a énormément de choses à faire là-dessus. Il y a des premiers travaux qui sont en route. Mais à part le domaine juridique qui a commencé à s'emparer de la question blockchain, il n'y a pas encore vraiment d'universitaires, de chercheurs qui sont emparés. Alors, il y a un domaine, il y a un phénomène dans lequel on a vu pas mal d'arnaques, qui est celui des ICO. Alors, juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte, en fait, on appelle ça ICO pour donc Initial Coin Offering, qui veut dire en fait offre de coins, de jetons quoi, de pièces, et qui a du coup un parallèle avec IPO, Initial Public Offering, qui est en fait en anglais ça veut dire c'est l'entrée en bourse quoi. Donc en fait il y a eu ce phénomène là d'ICO, c'est en fait la création, tu me dis si je me trompe, c'est l'émission en fait de crypto de token en fait, l'émission de token qui équivaudrait à l'émission d'actions pour lever des fonds en fait de la part d'une entreprise quoi. Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. D'abord, quand on émet des tokens, hormis quelques cas de figure encore rares, ces tokens, ils ne représentent pas une part de l'entreprise. Ils ne représentent pas une part du capital. Ouais, c'est hyper important. Et donc, en fait, c'est ça qui est clé. C'est qu'on ne dilue pas le capital de son organisation quand on fait une ICO. Alors, à quoi ça va servir les tokens, ça peut être énormément de choses. Les tokens, il faut voir que c'est un ovni numérique. Et c'est le cœur de cette nouvelle révolution numérique qu'on appelle le web décentralisé. Donc, à quoi va servir un token ? Là, il faut simplement donner des exemples pour pouvoir se l'illustrer. Donc, un token, ça peut être un droit d'usage. Donc, typiquement, il y a un projet qui s'appelle Golem qui veut permettre à tout un chacun de louer la puissance de calcul de son ordinateur ou de son smartphone pendant qu'on ne l'utilise pas. Et en échange, on remportera des tokens Golem. Et inversement, des entreprises ou même des particuliers pourraient acheter de la puissance de calcul à moindre coût sur le réseau Golem et l'acheter en token Golem. Et tout ça est intéressant parce qu'en fait, les tokens, de quels qu'ils soient, ont vocation à pouvoir s'échanger en temps réel et notamment via des plateformes d'échange. Et donc en fait, ils sont cotés au prix de l'offre et de la demande. Et donc les tokens sont extrêmement liquides. Et ça, c'est une des grandes forces des tokens. Et pourquoi c'est une petite, voire une grande révolution ? Alors il y a plein de raisons, mais l'une d'entre elles, c'est qu'en fait les tokens, ça permet de décentraliser ça permet de décentraliser une organisation. On peut, en étant une partie prenante extérieure à l'organisation, c'est-à-dire par exemple un simple utilisateur, avoir une incitation économique directe à ce que le projet fonctionne parce que la valeur du token va monter. Alors qu'aujourd'hui sur Facebook, si je participe par exemple au bon fonctionnement de Facebook en likant, en faisant des commentaires, en faisant des posts qui sont très likés, en fait je profite juste uniquement socialement de cet apport pour Facebook. Facebook profite de mon travail gratuit pour que la plateforme gagne en qualité, mais j'ai pas d'incentive en tant qu'utilisateur à ce que Facebook gagne en valeur. Et c'est ça une des grandes forces des tokens, c'est que ça permet d'aligner toutes les parties prenantes sur un objectif commun, qui est l'amélioration de la plateforme, la croissance de la plateforme, qui est corrélée normalement à la croissance
de son token. D'accord. Donc, quand on parle d'initiative, on parle d'intéressement en fait à la croissance de la valeur. Donc c'est intéressant parce que du coup, il y a un double phénomène. C'est-à-dire que quand on achète le token, on a à la fois un droit d'usage du service et à la fois on parie aussi sur le succès de la plateforme et donc l'augmentation de la valeur de ce token-là. Exactement. En fait, quand on se porte acquéreur d'un token pendant une ICO, on mise sur le développement à venir du service. Et donc, soit c'est une visée spéculative, on se dit comme le service va croître, eh bien la valeur du token va croître. Soit c'est un but utilitaire, et c'est de se dire je veux ce service pour pouvoir utiliser ce service, et donc j'ai besoin d'utiliser ce token. Et donc si j'achète en amont, eh ben, mon pouvoir d'achat dans cet écosystème sera bien plus fort demain. Ah oui, d'accord. Donc en fait, l'entreprise qui les émet ne dilue pas son capital, mais quelque part elle émet la totalité, si je puis dire, des droits d'usage du site, c'est ça? Pas forcément la totalité, mais elle en met une partie. Et ensuite, si le service croît, le token va gagner en valeur. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus judicieux de l'acheter en amont quand le token a encore peu de valeur parce que le service s'est pas encore développé. Ah d'accord, donc plus la valeur du token monte, plus en fait ça correspond à un service de plus en plus grand, c'est ça? Exactement. Au niveau de la plateforme. Exactement. D'accord, j'avais pas du tout compris ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le token, il est coté en temps réel. Donc, plus il y a de personnes qui veulent utiliser le Facebook décentralisé, plus il y a une demande par rapport à l'offre de token. Si on considère que pour utiliser ce service, il y a besoin d'un token. C'est tout simplement économique. Et du coup, c'est un peu aussi... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petites crypto-monnaies qui se sont lancées et qui en fait étaient des tokens en réalité. C'est sûrement des tokens. Ouais. C'était beaucoup de tokens, ça, sur les plateformes en fait, qui s'échangeaient. Donc en fait, finalement, il y a peut-être aussi des plateformes qui ont émis leurs tokens et finalement la valeur de ces tokens-là était liée à une spéculation. Est-ce que c'était lié à leur service? Peut-être pas en fait, parce qu'il y a ce double effet. Aujourd'hui, on va pas se mentir, 95% minimum des acheteurs de tokens pendant les ICO le font pour des raisons spéculatives. Parce qu'il n'y a pas encore de projets qui sont suffisamment solides pour qu'on puisse se dire je vais acheter ce token parce que je vais utiliser le service, et même tout simplement parce que la technologie elle-même, les protocoles sous-jacents, sont pas encore assez solides en termes de passage à l'échelle, de rapidité, de sécurité, pour que les applications qui se construiront au-dessus, par-dessus, puissent se développer sereinement à ce stade. Il y a eu plusieurs cas dans lesquels on a vu des entreprises qui émettaient des tokens pour lever des fonds et qui finalement disparaissaient dans la nature avec ces fonds levés. Je me demande comment c'est possible si techniquement le protocole il est censé en fait être béton derrière. Ah, non, en fait, c'est simplement que quand on fait une ICO, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on émet des tokens, on crée ex nihilo de la valeur. Et il y a des internautes qui vont acheter ces tokens en donnant des crypto-monnaies. Donc l'entreprise, l'organisation, elle va recevoir ces crypto-monnaies. Et donc là, il y a plusieurs choix. Soit elle convertit toutes ces crypto-monnaies parce qu'elle va se dire il y a de la volatilité qui va arriver, donc je veux sécuriser ma levée. Soit elle convertit tout parce qu'elle veut se partir avec la caisse. Soit elle convertit juste une partie pour des raisons de sécurité, mais en fait elle a ses crypto-monnaies et ensuite tout ce qu'il faut, c'est pour ça que je parle d'éducation, il faut investir dans des projets où l'équipe est fiable et sérieuse. Et ça ne tient qu'à chacun, effectivement, de ne pas se laisser avoir. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont crédules et qui se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas mesuré les risques qui existent. De toute façon, l'investissement et le métier d'investisseur professionnel, c'est pas pour rien que c'est un métier justement. Aujourd'hui, les ICO démocratisent totalement cet investissement. Donc, par certains égards, c'est génial. Un projet lancé en Afrique peut avoir autant de réussite dans sa levée qu'un projet dans la Silicon Valley. Et ça, c'est inédit dans l'histoire. Par contre, effectivement, il y a de nouveaux risques et c'est une question d'éducation du marché. Parce qu'en fait, du coup, les personnes qui ont pu acquérir ces tokens-là sont toujours en possession de ces tokens. On leur a pas retiré ça, sauf qu'en fait, ces tokens, ils répondent plus à rien parce qu'il n'y a plus de service derrière, quoi. Alors, il faut bien comprendre que les ICO, quand elles se font, il n'y a pas de service à la base. C'est pour ça qu'on appelle ça Initial Coin Offering. C'est pas juste Coin Offering. Ça se fait au début du développement du service. Et c'est pour ça qu'on peut avoir intérêt à les acheter parce qu'on va miser sur le développement, sur la réussite du service ensuite. Il faut savoir que Ethereum, qui est aujourd'hui la deuxième plus grande blockchain en termes de valorisation, à peu près 50 milliards de valo, alors que Twitter et Snapchat, c'est plus 20 à 30 milliards. C'est dingue. Ethereum s'est lancé avec une ICO. Donc ils ont lancé leur token, leur crypto, qui s'appelle l'Ether. Les gens l'ont acheté contre des bitcoins.
Les fondateurs d'Ethereum ont pu lever 19 millions de dollars en 2014. Enfin, ça valait 19 millions de dollars. Aujourd'hui, ça en vaut des milliards. Et pourquoi ils ont fait ça? Mais tout simplement parce qu'aucun VC, aucun venture capitaliste, aucune banque, aucun investisseur, mais même ni aucune banque n'aurait financé ce projet. Ils auraient dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné du coup? Parce que c'est une des premières c'est une des crypto-monnaies les plus connues maintenant. Je pense qu'en termes Il y a des gens qui se sont dit je vais croire dans d'abord peut-être le code s'ils l'ont lu, s'il y avait un peu de code, mais surtout dans la démarche et la personne de l'équipe qui entourait Vitalik Buterin, qui est le fondateur d'Ethereum. Qui est super jeune d'ailleurs. Qui est très jeune. Oui, je pense qu'il doit avoir 23, quelque chose comme ça. Il l'a fondé à partir de 17, à partir de 17 ans, il s'est plongé dans cet univers. Et ensuite, aux alentours de la vingtaine, il a créé Ethereum. C'est un génie complètement. C'est dingue, ouais. Il y en a qui disent c'est le Elon Musk de la blockchain. Si on veut faire j'ai l'impression que c'est un peu ça. Il y a une espèce de légende qui se crée autour de lui. Oui, complètement. Ce que j'apprécie chez lui, c'est une honnêteté intellectuelle. Ça sera vraiment le dernier à dire il faut absolument acheter de la crypto, c'est sûr que ça va marcher. Non, c'est jamais ce qu'il dit. Il dit il y a de bonnes chances que ça ne marche pas du tout, c'est dangereux, etc., etc. Et c'est un discours qui me semble sain. Et c'est pour ça aussi que je pense que qu'un certain nombre de gens aient confiance dans ce qu'il fait. Il reconnaît que c'est transparent. Il est transparent, et en plus, si on n'est pas transparent dans ces milieux, c'est tout simple. La valeur du token, elle peut chuter d'un instant à l'autre si on sent qu'il y a un loup derrière. Mais c'est rigolo que tu dis ça, parce qu'en fait, du coup, lui, il s'est fait connaître, mais on connaît toujours pas de manière certaine les créateurs du Bitcoin, c'est bien ça? On ne connaît pas du tout les créateurs du Bitcoin. Il y en a qui se revendiquent, mais c'est très certainement faux, à mon avis. Le créateur du Bitcoin ou la créatrice du Bitcoin ou les créateurs du Bitcoin, rappelons-le. Il y a des rumeurs comme quoi c'était aussi un groupe. Ça peut tout à fait être un groupe. Ça peut être... Voilà, on sait pas, à mon avis, on saura pas, et c'est très bien comme ça. Ça participe pas seulement du mythe, c'est pas seulement de cette philosophie, mais ça participe plus globalement du fait que Bitcoin est beaucoup plus qu'Ethereum, un réseau et une monnaie décentralisée, une monnaie acéphale, sans tête, comme ont écrit Jacques Favier et Ali Takalbataï dans leur bouquin Bitcoin, la monnaie acéphale. Et c'est ça qui est intéressant justement dans Bitcoin. Il n'y a plus de grandes têtes dirigeantes Exactement. du système. L'idéologie derrière, c'est quoi? C'est de se dire notamment que, alors, pour parler de quelque chose de récent, mais les banques centrales, après la crise de 2008, ont pu imprimer, on peut faire tourner la planche à billets, comme on dit, c'est-à-dire imprimer, faire de la création monétaire. Ce qui est complètement artificiel. Ex nihilo, alors que le Bitcoin est une monnaie finie. On aura 21 millions maximum, on ne pourra pas faire ça. Donc on peut se moquer autant qu'on veut de ces choses-là. Et souvent, les critiques sont faites de façon très maladroite et très peu développée, ce qui est souvent assez amusant. Ouais, j'ai vu que tu avais pas mal critiqué un article du Monde qui était sorti récemment, qui parlait justement des crypto-monnaies en disant que les gens étaient complètement aveuglés par l'aspect spéculatif. Moi, je veux te dire un truc très simple, c'est que depuis ces derniers mois, j'ai la chance d'être invité dans des conférences, des podcasts, etc. Et à chaque fois, souvent, l'organisateur me dit bon, alors, j'aimerais bien faire un battle, j'aimerais bien faire un duel. Qui est-ce que tu nous proposes en face? Et moi, je lui dis en fait, c'est très simple. C'est soit quelqu'un s'est penché sérieusement sur le sujet et voudra pas être totalement contre. Soit vous allez inviter quelqu'un qui ne s'est pas penché sur le sujet, qui est contre, il a dit dans les médias qu'il était contre, mais en fait il ne sera pas penché et il ne voudra pas venir. Et donc en fait jusqu'ici, il n'y a jamais eu un battle, un duel qui a été fait, organisé, et moi je l'attends avec grand plaisir. Il n'y a jamais eu de battle entre des gens qui s'y connaissaient vraiment, qui s'étaient renseignés. Tout simplement parce que si on se renseigne sur le sujet, on voit que c'est beaucoup plus fin que ce qu'on peut entendre dans les médias. Et je suis absolument pas celui qui dira c'est ça qu'il faut, ça va marcher à tous les coups, ça correspond à tout le monde. Non, absolument pas. Non, ce que je dis, c'est que c'est intellectuellement passionnant, fascinant, inédit dans l'histoire, et c'est déjà pas mal. Bah ouais, carrément, ouais, effectivement. Alors, si on prend un petit peu de recul, tu parlais à un moment donné du fait que ce soit décentralisé. Je pense qu'il y a aussi une vraie philosophie derrière ça. Cette technologie-là, je pense qu'elle inspire pas mal d'entrepreneurs qui sont un peu dans la même vague des débuts de l'Internet, où l'idée c'était de créer un réseau sur lequel justement tout le monde pourrait partager des informations, des données, etc. Là, on est un peu dans l'idée aussi du réseau qui soit pas contrôlé, parce qu'on a vu que c'était un peu les travers parfois d'Internet, la plateformisation.
Donc, c'est quoi ton avis là-dessus ? Exactement. En fait, c'est là tout l'intérêt du web décentralisé. Ce que je dis dans le début du rapport, donc qui s'appelle l'âge du web décentralisé, c'est que aujourd'hui Internet me semble bloqué. L'innovation est accaparée par les GAFA, en particulier, pour un certain nombre de raisons financières, mais pas que. Il y a des raisons qui sont propres à l'économie numérique. Aujourd'hui, quand on a une nouvelle startup, qu'on veut créer une startup créer une application mobile, on doit demander l'approbation de Google et d'Apple pour être listé dans leur App Store. Et ça, c'est complètement fou. Ouais, c'est un univers qui est devenu complètement fermé. Non, mais on doit demander à ses propres concurrents si on a le droit de les concurrencer. Et résultat, par exemple, le fondateur de Spotify, il disait j'ai pas envie de m'embêter à créer une nouvelle version de mon appli, parce que de toute façon, il y a de grandes chances que Apple la refuse. Je veux dire, on en est là. Aujourd'hui, les 10 applications mobiles les plus consultées en France, elles appartiennent toutes aux GAFA. Donc en 2-3 ans, il y a eu une accélération des choses qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, l'innovation sur ce web 2.0 me semble en partie bloquée parce qu'elle va être récupérée quand elle est trop disruptive par les géants. On le voit, hein, les rachats, dès qu'une startup commence à émerger, Instagram, WhatsApp racheté 16 milliards, etc. Enfin, là, il y a Microsoft qui vient de racheter GitHub. Donc on le voit, et le web décentralisé, ça permet de rebattre les cartes. D'abord, ça permet effectivement de créer un nouveau web où il y aura de nouveaux acteurs. Et ma conviction, c'est que les GAFA, contrairement à ce que certains disent, ne seront absolument pas les maîtres de ce nouveau web. C'est ça qui est fascinant en fait. C'est que les GAFA, qui sont les tout-puissants du numérique, en fait, n'ont absolument pas les codes de ce web décentralisé. D'ailleurs, ils ne le comprennent pas, on le voit dans leurs actions ces derniers mois. Amazon qui va permettre à tout un chacun de créer sa propre blockchain sur leur cloud, ça n'a absolument aucun sens. Les aura sur leur cloud. Bah oui, ça n'a pas de sens. Et Google et Facebook, etc., qui interdisent les publicités de crypto-monnaies. On sent qu'il y a une peur quand même. Moi, j'ai essayé récemment, cas typique, j'ai donné un autre podcast récemment sur le sujet crypto, et le fondateur du podcast a essayé de promouvoir, il avait un bon sur Facebook pour promouvoir le post. Et Facebook a refusé, parce que le post était lié à un podcast lié aux crypto-monnaies. C'est dingue. Donc je veux dire, on en est là quand même. Ah, on est sur ce niveau de censure. Exactement. Parfois, c'est quelques anecdotes comme ça super précises qui et dans le rapport, je donne un certain nombre d'anecdotes au-delà de la crypto qui montrent qu'aujourd'hui, les GAFA nous tiennent tous, quoi. Et alors, je ne veux pas verser dans le manichéisme et l'anti-GAFA primaire. Hein. J'utilise Google, Facebook, c'est pas le problème. Non, je parle d'économie numérique, de dynamique de l'innovation. Et ça me paraît vraiment clé en tant qu'entrepreneur et passionné d'innovation. Et est-ce que tu n'as pas peur que en fait, cette technologie-là, finalement, il y a une espèce de couche supplémentaire qui apparaissent ? Je pense notamment tu vois, des applications comme Coinbase qui ont servi à faire pas mal d'échanges de crypto-devises. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur qu'en fait, on recrée une couche par-dessus cette technologie-là qui réenferme tout l'univers en fait, qui est créé autour de cette techno ? Non, j'ai pas peur de ça. Il y aura des acteurs centralisés, il y en a déjà. Coinbase est surnommé de façon ironique par un type qui s'appelle Antonopoulos, qui est un spécialiste du Bitcoin. Il dit Coinbase, c'est la banque la plus favorable à la crypto. Alors que Coinbase n'est pas une banque en soi. Ouais. Mais c'est une façon de dire Coinbase n'est pas un acteur décentralisé du tout. Coinbase fait le pont entre le monde classique ou le monde numérique classique et le monde crypto. Il fait juste le pont. Donc Coinbase, c'est une plateforme d'échange qui permet d'acheter et de vendre de la crypto. En fait, les acteurs véritablement crypto, qu'on peut appeler les crypto-réseaux, qui auront lancé leur token, il faut bien comprendre qu'eux n'auront pas possession, n'auront plus le contrôle, une fois lancés, de leur réseau. C'est ça qui est très fort, c'est pour ça que je dis dans le rapport qu'il y a de nouvelles organisations qui vont se développer, c'est plus des entreprises, c'est des réseaux, et ça a plusieurs implications. Un réseau ne meurt pas comme un business peut mourir. D'ailleurs, un réseau ne peut quasiment pas mourir, il peut juste simplement être quasiment plus être utilisé, quoi. Ouais. Mais le token ne peut pas être supprimé. Etc. Et donc en fait, en termes de management, en termes de leadership, ça va changer beaucoup de choses, comme j'explique. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui vont faire que le pouvoir actuel des géants du web ne pourra pas être répliqué dans ce nouveau monde. Il y a un terme qu'on appelle le terme de fork, c'est un embranchement qui permet de faire en sorte que si on est mécontent d'un crypto-réseau, d'un acteur de ce web décentralisé, eh bien n'importe qui, tout un chacun pourra créer un nouvel embranchement du réseau, c'est-à-dire à la fois copier-coller le code entier du réseau, mais aussi reprendre toutes ces données
jusqu'à un point, jusqu'à la Ça, veille c'est par fou. exemple. Et c'est prévu dans le code. Et ça, c'est même. prévu dans le code. Pourquoi? Parce que c'est des blockchains, des chaînes de blocs. Donc on créera un embranchement dans la chaîne qui simplement créera une nouvelle crypto-monnaie. Désolé, c'est un En peu technique. reprenant tous les blocs mais antérieurs, donc exactement. toutes les données qui ont été intégrées dans la Exactement. base de données quelque part. Exactement. Donc là, c'est faramineux, ça touche à la data, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis aujourd'hui sur Internet. Pour prendre une comparaison vraiment beaucoup plus simple, aujourd'hui, si je suis mécontent de Facebook, et ben simplement, je peux partir de Facebook, tout le monde s'en fiche, et bon courage pour aller ensuite recréer un réseau derrière qui sera concurrent de Facebook, parce qu'il faudra repartir depuis le départ, en fait, en tant qu'entrepreneur, hein, je me place. Alors que dans ce web décentralisé, il n'y aura pas besoin de repartir depuis le départ. On pourra reprendre tout ce qui aura été fait jusqu'à présent, toutes les données, et créer une copie conforme. Et ensuite, c'est qui même me suivent. Et en réalité, donc les grandes questions qui se posent, c'est dans quelle mesure il n'y aura pas plein de copycats qui vont se créer. Et effectivement, c'est passionnant. Ça ne sera pas forcément la prime au premier entrant. Ça sera la prime aussi à ceux qui arrivent à gérer de façon intelligente leur communauté de détenteurs de tokens. C'est pour ça que l'honnêteté intellectuelle sera extrêmement importante, parce que s'il commence à avoir des tromperies ou des cachotteries, il pourrait y avoir de la défiance. Et s'il y a de la défiance, ça pourra créer de nouvelles chaînes. Alors qu'aujourd'hui, Facebook, avec Cambridge Analytica, il y a eu de la défiance. Mais en fait, on reste sur Facebook parce qu'il n'y a pas d'alternative réelle. C'est intéressant parce qu'en fait, on pourrait penser du coup que, étant donné qu'il n'y a pas de tête qui dirige cette technologie-là, ça pourrait être assimilé à plutôt une gouvernance anarchique. En fait, en réalité, c'est plutôt démocratique parce que c'est le groupe de population qui décide éventuellement d'aller créer un autre réseau à partir de la base existante et d'aller créer son service qui est dérivé, etc., quoi. Oui, bah là, on tombe sur les questions plus philosophiques. C'est pour ça que je dis que se dire spécialiste de la blockchain serait prétentieux, parce que ça touche à des questions beaucoup plus politiques aussi. Ça reprend la théorie d'Albert Hirschman dans son livre sorti dans les années 70, qui est très connu, Exit, Voice and Loyalty, qui dit que quand on est mécontent dans une organisation, en fait, on a trois possibilités. Loyalty, c'est se taire, finalement, et rester. Voice, c'est prendre la parole pour se plaindre et essayer d'émettre des recommandations. Et exit, c'est partir et pourquoi pas créer autre chose. Ouais, donc là, l'exit est vraiment possible. L'exit est vraiment possible. Maintenant, ce qu'il va falloir réussir à construire, c'est des meilleurs mécanismes de voice pour prendre la parole, pour améliorer toutes ces questions de gouvernance sont clés. Et c'est pour ça qu'on en est encore au stade expérimental. Tout reste à construire et c'est ça qui est passionnant. Par contre, une fois que ce sera construit, là, on va dire que la période la plus passionnante à mes yeux sera passée. Elle est en ce moment, la période passionnante. C'est pour ça que ceux qui disent « Oui, mais où sont les usages? Moi, j'attends de revenir quand il y aura l'usage », c'est une mentalité d'utilisateur qui est tout à fait compréhensible. Mais en tant qu'entrepreneur et en tant que... Voilà, si on s'intéresse d'un point de vue plus de l'innovation et de l'économie, on sait que c'est maintenant qu'il faut faire les efforts. Ouais, il y a plein de trucs à construire encore. Exactement. Et je dis toujours que, encore une fois, on se focalise tous sur l'IA. On a l'impression que l'effort d'innovation est quasiment à 100% sur l'IA en France maintenant, en tout cas dans les discours. Mais en fait, l'IA, c'est plus un pari. Plus personne ne doute que ça va être une grande technologie d'avenir. Et c'est quand c'est encore un pari qu'il faut investir dans une technologie, c'est quand il y a des risques. Et aujourd'hui, la crypto ou le web décentralisé constitue un risque, tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'y croient pas. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que de plus en plus, il y a des pays qui ont compris que c'était la grande technologie d'avenir, une grande technologie d'avenir, technologie de rupture. Poutine a rencontré le fondateur d'Ethereum l'année dernière. Poutine, de nouveau, a fait des déclarations au début d'année en disant l'âge de pierre ne s'est pas terminé à cause d'un manque de pierre, mais bien parce que de nouvelles technologies sont apparues. Voilà, il a fait tout un laïus pour expliquer pourquoi il fallait mettre le paquet sur cette technologie. Lui, il se place sur la question de la souveraineté. Et moi, je pense que c'est des questions essentielles. La question de la souveraineté nationale. On voit bien, même dans l'intelligence artificielle, il y a une anecdote que j'aime bien, c'est la question de la tomate. Est-ce que c'est un légume ou un fruit? En Europe, c'est considéré comme un fruit. Aux États-Unis, pour diverses raisons historiques, c'est considéré comme un légume. Et Amazon et l'IA d'Amazon est basée sur sur les lois américaines, et donc considère que c'est un légume. Et donc en fait, si on se plug tous, si on utilise tous Amazon, bah, ils vont finir par forcer tout le monde au détriment des lois européennes à considérer que la tomate est un légume. Et c'est pour ça que sous cette anecdote qui peut faire sourire, il y a des questions qui sont clés pour la souveraineté. Et sur l'IA et sur les données, on ne s'en est pas préoccupé jusqu'à encore peu de temps. Et résultat, aujourd'hui, le monde numérique est quand même gouverné par l'Amérique. Mais il ne faut pas que sur les blockchains et sur les cryptoactifs, ça soit la même chose. Ah, donc quelque part, en fait, l'Europe, la France a aussi beaucoup de cartes à jouer sur la blockchain. Et on a une carte immense, mais pour deux raisons. D'abord, ça rebat les cartes du numérique.
Donc tous les continents, et en particulier tous les perdants, parce qu'aujourd'hui l'Europe est un perdant du numérique, on pèse 2% du numérique mondial, l'Europe, faut en prendre conscience. Mais pour une deuxième raison aussi, c'est que le web décentralisé et les cryptos correspondent aux valeurs que nous on porte. La privacy, le RGPD c'est européen. Donc la privacy, le RGPD qui est la nouvelle réglementation européenne de protection des données. Exactement. Le fait que l'utilisateur ait plus de contrôle sur ses données, mais aussi sur son contenu, le fait qu'il n'y ait plus des grandes plateformes et qu'ils soient des géants comme les géants américains aujourd'hui. Il y a un certain nombre de raisons qui font que ça serait une ironie de l'histoire que la France et l'Europe ne soient pas leaders de cette révolution. Top, hyper intéressant. Bon. Écoute, on a déjà pas mal parlé. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, un dernier mythe, par exemple, à déconstruire sur la technologie blockchain, un petit mot de la fin. Il y aurait beaucoup de mythes à déconstruire et justement, j'ai pris le temps dans le rapport que j'ai cité, qui s'appelle l'âge du web décentralisé. Je vous invite à aller consulter d'ailleurs. Dans la 5e partie, à déconstruire la plupart des mythes. Et j'ai pris pas mal de plaisir à l'écrire parce que j'y suis allé sans ménagement contre certains économistes ou autres. Et voilà, simplement, si vous êtes encore sceptique ou critique de ces technologies, je vous invite à lire ça parce que en fait, c'est les mêmes critiques, c'est exactement les mêmes critiques qu'on pouvait entendre vis-à-vis d'Internet dans les années 90. Voilà, la première fois qu'Internet a fait parler au journal télé, enfin à la télévision française, c'était le journal télé de France 2, c'était Daniel Bilalian. Et il dit il y a un réseau qui s'appelle le réseau Internet qui permet à tout à chacun d'apprendre à confectionner des bombes. C'est aussi simple et terrifiant que cela. En fait, la vision qu'on avait. Et pendant des années, ça a été Internet pédophilie. C'était vraiment le grand truc qui revenait au début. Et terrorisme. C'était vraiment les deux grands sujets. Et en même temps, au même moment, Amazon était créé par Jeff Bezos aux États-Unis. Donc deux faces de la même pièce, parce qu'Internet effectivement a ses problèmes, tout comme la crypto a ses problèmes. Mais il faut réussir à avoir aussi la face plus positive qui est liée à l'innovation. C'est rigolo parce qu'on est vraiment dans cette phase-là aussi avec la blockchain. On entend des trucs comme les crypto-monnaies financent l'État islamique, des trucs... Tout ça, je déconstruis dans le rapport. Moi, j'ai des études que je cite. J'étais auditionné à l'Assemblée nationale il y a un mois et ça m'a permis, j'ai eu cette chance-là, ça m'a permis de justement pouvoir déconstruire des choses qu'on entend de la part de la bouche d'acteurs qui sont considérés comme légitimes et qui sont légitimes sur d'autres questions. Notre cher prix Nobel Jean Tirole, par exemple, et que je vais absolument évidemment pas contester la compétence sur l'économie, mais par contre, des acteurs comme ça qui vont s'exprimer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, comme les crypto-monnaies, ça donne des déclarations qui n'ont aucun sens, en fait, tout simplement, et donc qui font peur et qui vont dans le mauvais sens, justement. Et donc votre objectif à travers Blockchain Partners, c'est aussi ça, c'est accompagner les entreprises et même c'est aussi, je pense, évangéliser un peu aussi. Oui, on a fait beaucoup d'évangélisation. Moi, j'avais créé Blockchain France avec mes associés de Blockchain Partners. On a passé plusieurs années à démocratiser. Il y a beaucoup de contenu qu'on a mis en ligne sur Blockchain France et sur Blockchain Partners, sur nos deux sites. Aujourd'hui, Blockchain Partners, ça a plus une vocation B2B. C'est plus on aide les entreprises et les institutions publiques à comprendre ce que c'est, à trouver des cas d'usage qui sont pertinents pour leurs activités et à les construire techniquement. Donc c'est ce qu'on a fait pour un certain nombre d'entreprises, voilà, SNCF, Aéroport de Paris, la Banque de France en institution publique, l'État de Genève, etc. Et voilà, sans a priori, et puis sans surtout pousser la technologie pour la technologie, parce que dans un grand nombre de cas, la blockchain n'est pas pertinente, mais voilà, faut voir justement au cas par cas. Ok, bah écoute, top. Merci beaucoup pour cet échange, Clément. Je t'en prie, merci à toi. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Et puis j'ai extrêmement hâte de voir ce qui va se développer aussi sur cette technologie-là qu'est la blockchain. Et puis je te souhaite du courage avec Blockchain France et Blockchain Partners. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Comme vous avez pu le comprendre, c'est une technologie qui est hyper prometteuse mais qui reste encore complexe et dont on saisit assez peu les cas d'usage concrets. Du coup, pour aller plus loin, je vous invite à lire un article paru sur le site des Échos, dont je vous ai mis le lien en description et qui liste 5 applications concrètes de la blockchain. Ça vous donnera quelques exemples en plus de ceux qu'on a pu citer dans l'épisode. Si vous voulez creuser encore plus le sujet, n'hésitez pas à aller lire le rapport de Clément Janot, qui s'appelle L'âge du web décentralisé, et puis son livre qui s'appelle La blockchain décryptée, les clés d'une révolution. Donc je vous mets aussi le lien en description. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast, et puis si vous souhaitez m'aider à le faire connaître, vous pouvez le noter 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ou Apple Podcast et même laisser un commentaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager, ça m'aidera aussi beaucoup. Et puis si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ça se passera essentiellement sur Instagram, mais aussi sur Twitter et sur Facebook. Voilà, je vous dis encore un grand merci et puis à très bientôt pour un prochain épisode.
Bien, la situation est clarifiée.